Nous nous retrouvons pour la fin de cette séance consacrée aux mises en scène du Barbier de Séville. Je vous avais demandé de réfléchir à deux mises en scène. Une première mise en scène qui était une mise en scène de Gérald Marty, qui s'affiche. Je vous propose d'en revoir la première minute et puis ensuite on en fait l'analyse. Le jour est moins avancé que je ne croyais. L'heure à laquelle elle a coutume de se montrer derrière sa jalousie est encore éloignée. N'importe. Il vaut mieux arriver trop tôt que de manquer l'instant de la voir. Si quelque aimable de la cour pouvait me deviner à 100 lieues de Madrid. Arrêté tous les matins sous les fenêtres d'une femme à qui je n'ai jamais parlé. Il me prendrait pour un Espagnol du temps d'Isabelle. Pourquoi non? Chacun court après le bonheur. Il est pour moi dans le cœur de Rosie. Mais quoi? Suivre une femme à Séville, quand Madrid et la cour offrent de toutes parts des plaisirs si faciles? Et c'est cela même que je fuis. Je suis là des conquêtes que l'intérêt, la convenance ou la vanité nous présentent sans cesse. Ah, il est si doux d'être aimé pour soi-même. Et si je pouvais m'assurer, sous ce déguisement, au diable l'important. Sans le peu du bon vin qui nous rallume, réduit à languir, l'homme sans plaisir, vivrait comme un sot et mourrait bientôt. Jusque-là, ceci ne va pas mal. Hein? Alors, on s'arrête là, on regarde un petit peu ce qu'on peut dire de cette mise en scène. Les décors tout d'abord. Vous avez ici un décor qui est attaché au réel. Je vous rappelle qu'on doit représenter une rue de Séville. Donc ici, il y a bien une rue, effectivement, une maison, un ciel entièrement bleu en arrière-plan. Et pour autant, le décor n'est pas réaliste dans la mesure où la maison a quand même des allures un peu étranges et que la rue pourrait très bien être à peu près partout et pas forcément à Séville. On a donc un décor qui est surtout chargé en symboles. Et vous avez remarqué que la maison en particulier ressemble à une citadelle, une tour, dans laquelle est enfermée Rosine. Ici, vous avez très clairement une référence aux récits de chevalerie, dans lesquels le preux chevalier doit délivrer la belle qui est en haut d'une tour, donc sans doute une référence littéraire. Et puis vous avez, importante aussi, des grilles tout autour de cette maison qui symbolisent l'enfermement. Les costumes, on peut dire que ce sont des costumes qui renvoient à des temps anciens, mais pour autant, il est difficile de les situer à la fois dans l'espace et dans le temps. Impossible de savoir si ce sont des costumes qui sont attachés au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, si ce sont des costumes français ou espagnols, c'est-à-dire que les spécificités ont été un peu gommées. Et ce sont des costumes qui ont un avantage dans cette première scène, c'est qu'ils mettent à égalité le maître et le valet dans la mesure où il n'y a pas de distinction des rangs sociaux par les costumes dans cette première scène. On s'intéresse maintenant... Ah, non, lui, il n'est pas censé repartir. On s'intéresse maintenant aux œufs et aux choix des comédiens. Donc, il ne vous aura pas étonné que les comédiens s'illustrent par leur jeunesse et leur vitalité. C'est un jeu virevoltant qu'on nous propose là. On bondit sur la scène, il rit, il sourit. Donc, on en retient que c'est une mise en scène surtout symbolique et qui va mettre l'accent en particulier sur la légèreté de la pièce et va faire référence à l'univers du récit de chevalerie, voire du conte. On s'intéresse maintenant à la deuxième mise en scène, celle de Daniel Paquette. Là encore, je vous propose de revoir la vidéo. Elle dure une quarantaine de secondes et ensuite, on en fait l'analyse. Le vent, le premier venu. Passer mes jours auprès d'un vieux jaloux qui, pour tout bonheur, offre à ma jeunesse un esclavage abominable.
Il n'y a pas un moment à perdre, je dois m'en faire aimer et l'enlever à l'indigne engagement qu'on lui destine. J'avais interdit les gants, les cannes, tout ce qui ne produit que des applaudissements sourds et d'honneur. Avant la pièce, le café m'avait paru dans les meilleures dispositions pour moi. Il n'y a point de vent, madame, point de premier venu dans le monde. Où ma personne et mon bien sont retenus contre toute justice. Les efforts de la cabale. Et c'est toujours quelqu'un posté là exprès qui ramasse les papiers qu'une femme a l'air de laisser tomber par mégarde. Voilà pour cette deuxième mise en scène que l'on analyse immédiatement. Première chose que l'on peut en dire, c'est que le décor ici est réduit à son strict minimum. Alors, il s'agit d'une bande-annonce. Dans la pièce, les décors sont un petit peu différents, mais néanmoins, il reste un arrière-plan noir. Donc, la scène ne va pas jouer sur le réalisme ou la symbolique, mais elle va se concentrer uniquement sur les personnages. Ici, le personnage devient l'élément central de la pièce. Autre remarque que l'on peut faire sur les costumes, cette fois-ci, ce sont des costumes modernes. Ils sont un peu différents, là encore, dans la pièce, quand on voit la pièce en réalité, mais ils restent extrêmement modernes. Et vous pouvez remarquer qu'il y a quand même un parti pris dans la mesure où Rosine et Figaro ont des tons un peu plus vifs, des couleurs en particulier dans leurs vêtements, alors que le comte et Bartholo, les deux amoureux, ont des couleurs extrêmement neutres. Ce qui est intéressant dans cette mise en scène, ce sont les maquillages. Les maquillages, vous avez vu, sont très forcés. Ils sont en particulièrement très exagérés au niveau des sourcils, surtout pour Rosine, mais c'est vrai également pour les autres personnages. Et on a un univers qui évoque ici l'univers des clowns du cirque, et puis aussi sans doute le caractère très volontaire des personnages. En outrant les sourcils, le metteur en scène leur donne un visage plus expressif. On n'oublie pas que le théâtre, au contraire du cinéma, ne permet pas de voir les visages de près. Et donc, outrer le sourcil, ça permet de rendre le visage visible même à quelques mètres. Vous pouvez remarquer que les maquillages soulignent les principales caractéristiques des personnages. Figaro, il a des rougeurs sur son visage, c'est un saltimbanque, c'est un clown. Rosine, qui est convoitée pour sa beauté, a une peau tout à fait diaphane. Et puis Bartholo est intéressant parce qu'il a des ombres sur son visage qui accentuent à la fois son âge avancé et la gravité du personnage. Et cela m'amène à parler du jeu et du choix des comédiens. Vous avez deux groupes, en quelque sorte, de comédiens. Deux comédiens assez légers, le comte qui est échevelé, qui est souriant, qui parle assez vite, et Figaro qui surjoue un peu le comique. Et les deux ont un jeu qui est en mouvement. Leurs corps sont en mouvement. Face à eux, vous avez deux comédiens beaucoup plus graves, Rosine et Bartholo, les personnages de Rosine et Bartholo, qui sont complètement statiques. Alors Rosine, elle met en avant la douleur de l'enfermement, elle est grave, elle est sérieuse dans sa prise de parole, et Bartholo devient ici un personnage plus intéressant parce qu'il devient presque un personnage tragique. Bartholo est un amant en souffrance dans cette pièce. On retient qu'il s'agit d'une mise en scène qui met en avant le jeu humain et qui offre donc à la pièce une dimension presque tragique. Pour conclure cette séance, une rapide histoire de la mise en scène en France à partir du XVIIe. On va parler de mise en scène telle que nous concevons ce terme à partir du XVIIIe. Auparavant, les comédiens pensent eux-mêmes la façon de jouer. Alors quand je dis qu'ils la pensent eux-mêmes, en fait, ils vont avoir des jeux très statiques avec des corps qui vont faire très peu de mouvements et ils vont jouer selon des conventions assez rigides et héritières du passé. À partir du XVIIIe, les choses vont changer. Avant de vous expliquer en quoi elles changent, je vous invite à regarder cette image qui est une représentation d'une pièce jouée au XVIIe. Alors l'image n'est pas de très bonne qualité, elle est toute petite, si je l'agrandis, elle devient absolument inexploitable. Ce que vous pouvez remarquer néanmoins, c'est que sur la scène du théâtre, il y a les comédiens qui sont en train de jouer, ils sont deux, ils sont debout, et puis vous avez des personnages assis. Les personnages assis, ce ne sont pas des personnages, en fait, ce sont des personnes, ce sont des spectateurs. Les spectateurs de grande importance venaient s'asseoir sur la scène du théâtre au XVIIe. À partir
la fin du milieu du 18e, les choses vont changer au théâtre, en particulier parce que la scène va être réservée aux comédiens. Alors pourquoi est-ce qu'auparavant les gens venaient s'asseoir sur la scène? D'abord parce que c'était la meilleure place pour saisir le jeu des acteurs, et ensuite parce que le théâtre était aussi le lieu où l'on venait voir ceux qui venaient voir la pièce. Donc pour le spectateur qui lui était dans le parterre, par exemple, c'était une occasion de voir aussi les grandes secondes. Ils sont chassés de la scène théâtrale, et à partir de là, on va commencer à penser les choses différemment. C'est Diderot le premier, Beaumarchais à sa suite, qui vont s'insurger contre ces mises en scène où l'on ne bouge pas. Et ils vont proposer notamment des changements de décor quand il y a changement de lieu, ça n'existait pas auparavant. Ils vont proposer des mimiques, ils vont proposer des gestes, ils vont développer les didascalies dans leurs œuvres, et finalement, tout ce qui ne se dit pas, le non-verbal, va devenir aussi important au théâtre que le texte. On va parler du théâtre comme d'un spectacle total. Il faut quand même attendre le 19e siècle pour que le métier de metteur en scène, comme on le connaît, apparaisse. Et c'est au 20e siècle qu'il s'installe vraiment, et il s'installe jusqu'à devenir presque aussi important que l'auteur, puisque dans une pièce, la mise en scène devient aussi importante que la pièce écrite. Dans ces metteurs en scène modernes, on peut relever 3 tendances. La première qui va considérer que quand on s'empare d'une pièce de théâtre, on respecte à la lettre le texte d'origine. Louis Jouvet, qui est un metteur en scène qui fait partie de cette tendance, va parler de l'aveugle dévotion du metteur en scène au texte. On ne change rien, ni les décors, ni les costumes, ni le jeu prévu par les didascalies initiales. Une deuxième tendance va se dessiner qui pense que on peut infléchir un peu ce texte. On peut, tout en respectant la pièce écrite telle qu'elle l'a été, on peut mettre en avant plutôt un aspect qu'un autre, on peut outrer par exemple, etc. Et puis une troisième tendance qui va aller plus loin en pensant qu'on peut jouer du texte lui-même. On peut modifier le texte, on peut le couper, on peut le raccourcir, on peut échanger l'ordre des répliques éventuellement. Voilà, c'était simplement un bref rappel de l'histoire de la mise en scène dans laquelle Beaumarchais va jouer un rôle. Notre séance d'aujourd'hui est maintenant terminée. Il ne me reste donc que à vous souhaiter une bonne journée en attendant de vous retrouver pour la suite de l'étude du Barbier de Séville.